bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents avec nous pour cette présentation de Canal Autisme. Je m'appelle Sandrine Fontana, je suis chef de projet Canal Autisme pour le CNED et j'ai le plaisir de co-animer cette présentation avec Christine Philippe et Anne-Valérie Delaplace. Christine, je vous laisse vous présenter. Donc, je suis maître de conférences honoraires en sciences de l'éducation à l'INSHEA. Et mon métier, c'est la formation des enseignants qui travaillent dans le champ du handicap et en particulier dans le champ de l'autisme. Anne-Valérie, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Anne-Valérie Delaplace. J'enseigne actuellement à domicile avec des enfants autistes de 3 à 14 ans. J'ai été institutrice, puis professeure des écoles spécialisées. J'ai travaillé en IME, puis en CLIS. Alors, les présentations sont maintenant faites. Cette conférence se déroule certes à distance, mais elle est néanmoins interactive et vous pouvez poser toutes vos questions à nos expertes et à moi-même, soit par SMS, soit par téléphone. Donc les numéros sont indiqués en bas de cette fenêtre vidéo. Et Sophie et Evelyne, nos deux hôtesses, répondront à vos questions et nous les transmettrons bien sûr sur le plateau pour qu'on puisse apporter des réponses. Je tenais également à vous remercier toutes et tous pour toutes les questions que vous nous avez fait parvenir lors de votre inscription. J'espère qu'on aura l'occasion d'y répondre tout au long de cette conférence, mais on prendra le temps d'échanger avec vous. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la présentation de Christine qui va nous parler de faire un état des lieux de la scolarité des enfants autistes en France. Alors, je vais d'abord présenter le plan de mon intervention. Donc, dans un premier temps, j'essaierai de présenter rapidement la situation actuelle à partir de chiffres existant dans des rapports récents, puisqu'en 2012, c'était l'année de l'autisme, et donc il y a eu beaucoup de rapports. Ensuite, j'essaierai de définir quelles peuvent être les perspectives dans les années qui viennent, et je parlerai de l'inclusion scolaire, et je terminerai donc par un exemple concret d'inclusion scolaire au collège d'un élève qui est plutôt dans le bas du spectre autistique, donc d'une situation que je qualifie de situation limite. Alors la situation actuelle, en fait, on est aujourd'hui sous le régime de la loi de 2005. Auparavant, c'était la loi de 75 et la loi de 75 parlait d'obligations éducatives. Aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait là. C'est le droit à la scolarisation pour tous les enfants qui sont dans le champ du handicap. C'est la première fois qu'un tel droit est posé et il est extrêmement important. Seulement, on sait bien qu'il ne suffit pas de proclamer un droit dans un texte de loi pour que il soit comme ça immédiatement appliqué. Il faudra encore un certain nombre d'années pour que ce droit à la scolarisation soit vraiment un droit effectif. Donc, il y a effectivement des difficultés de mise en œuvre sur le terrain. Alors, où sont scolarisés ces élèves ? Eh bien, ils sont dans les classes ordinaires, surtout au niveau préélémentaire, je vais y revenir. Ils sont dans les CLIS, en école élémentaire, dans les ULIS, les unités d'enseignement, s'ils sont en établissement spécialisé. Ils sont aussi dans les SECPA et les EREA aujourd'hui. Alors, quelques chiffres quand même là pour entrer de façon un peu plus précise dans cette question. Donc, aujourd'hui, le nombre d'enfants autistes, alors c'est difficile parce qu'effectivement, il y a des problèmes de diagnostic, mais on sait que le nombre d'enfants concernés de moins de 20 ans se situe entre 90 000 et 110 000. Et que le quart seulement de cette population se trouve scolarisé en milieu ordinaire, parce qu'on va parler tout à l'heure d'inclusion. Ça ne concerne aujourd'hui que le quart des élèves donc, qui sont concernés. Il faut savoir aussi, on le dit de temps en temps, mais c'est un sujet un petit peu tabou, qu'un certain nombre d'enfants avec autisme et d'adolescents sont accueillis en Belgique dans l'enseignement adapté, donc environ autour de 3 000, et puis 2 000 en établissement spécialisé. Et bien sûr, c'est la France qui finance ces prises en charge en Belgique. Alors pour ce qui est de ceux qui sont accueillis en milieu ordinaire, là je m'appuie sur des chiffres de l'Éducation nationale, il y a environ autour de 20 000, donc 20 375 qui sont accueillis en milieu ordinaire. Alors parmi ces élèves qui sont accueillis en milieu ordinaire, en milieu préélémentaire, c'est-à-dire dans les classes maternelles, effectivement ils sont dans les classes ordinaires. Ensuite, quand on passe à l'école élémentaire,
S'ils restent en milieu ordinaire, c'est plus majoritairement dans les classes ordinaires, c'est plutôt dans les classes. Et quand on arrive au niveau du collège, eh bien effectivement, quand on regarde les chiffres, on constate qu'ils sont moitié moins au collège et encore moins au lycée qu'ils n'étaient à l'école ou en classe maternelle. Donc il y a vraiment là un problème d'accès à l'enseignement secondaire. Donc je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur ce passage en milieu, au niveau secondaire. Alors le temps partiel, ça aussi c'est quelque chose qui figure dans l'enquête de l'Éducation nationale. Ces élèves, beaucoup plus que les autres élèves en situation de handicap, sont scolarisés à temps partiel. Donc les chiffres donnés ici, c'est 27,7 pour les élèves avec autisme contre 9,5 pour les autres élèves en situation de handicap. Et au niveau préélémentaire, là, quand ils sont dans les classes ordinaires, là, ils sont vraiment majoritairement à temps partiel, 47,5 contre 29,5 pour les autres situations de handicap. Donc effectivement, c'est une situation qui n'est pas tout à fait satisfaisante. Voilà, il faudrait la faire évoluer, qu'il y ait un peu plus de scolarisation en milieu ordinaire, dans les classes ordinaires, dans les CLIS, dans les ULIS aussi. Le problème, c'est que, effectivement, pour très rapidement évoquer le parcours scolaire d'un élève avec autisme, il va démarrer en classe ordinaire de maternelle. Arrivé à la fin de la maternelle, eh bien, au lieu qu'il puisse continuer son parcours en classe ordinaire d'école, on va l'orienter en CLIS. Et arrivé à la fin de la CLIS, comme il n'est pas question du tout de retourner dans une classe ordinaire et qu'il devrait continuer dans ce qui s'appelle une ULIS, comme il y a moitié moins d'ULIS que de CLIS, eh bien, il se retrouve là effectivement en difficulté et va être obligé bien souvent d'aller vers le milieu spécialisé ou vers la SECPA ou l'EREA s'il veut continuer son parcours. Et là, il y a effectivement un véritable problème au niveau de l'enseignement secondaire. Alors c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, donc j'ai choisi là le Québec, effectivement, quand on regarde ces chiffres, on constate que beaucoup plus qu'en France, ces élèves se trouvent en milieu ordinaire, dans les classes ordinaires. Là, c'est quand même, quand on regarde les chiffres rapidement, le chiffre le plus important, c'est quand même l'accueil en milieu ordinaire. Après, ça va être effectivement une classe ressource, ce qu'on appelle ici les CLIS ou les ULIS. Ils sont aussi dans des classes spécialisées ou des écoles spéciales, ce qui n'existe pas chez nous. C'est-à-dire que chez nous, ou bien un élève est dans une classe ordinaire ou dans une classe adaptée, mais une école spécialisée, ça n'existe pas vraiment. Pour nous, ça sera le médico-social ou le sanitaire, et c'est quelque chose d'assez différent. Et voilà. Bien, alors, quelles propositions ? Alors, je vais parler d'inclusion parce qu'effectivement, on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans les discours. Je crois qu'avant même de parler d'inclusion scolaire, je crois qu'on peut s'appuyer fortement sur la loi de 2005, sur ce droit à la scolarisation, et faire en sorte que ce droit soit effectif. Et donc essayer de faire en sorte que l'enfant soit de préférence scolarisé en milieu ordinaire ou dans les classes ou dans les CLIS ou les ULIS. Donc il faut essayer de favoriser l'inclusion scolaire. Je vais revenir sur cette notion d'inclusion qui suppose que le milieu d'accueil et les professionnels qui accueillent soient capables de s'adapter et de répondre aux besoins particuliers de la personne. Ça suppose bien sûr une formation à la fois au handicap, mais aussi aux méthodes, aux outils, etc. Et c'est pour ça qu'un projet comme celui du CNED est extrêmement important, justement pour venir un petit peu pallier les carences du système, parce que les enseignants actuellement ne sont pas suffisamment formés. Alors l'inclusion, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que on passe vraiment de l'intégration à l'inclusion. Or, l'inclusion, on en parle beaucoup, l'inclusion est dans les discours, mais elle n'est pas vraiment dans les pratiques. Alors, ce que je voudrais quand même là passer comme message, je voudrais essayer de faire comprendre, c'est la différence entre l'intégration et l'inclusion, parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'on est resté à l'intégration, on n'est pas encore passé à l'inclusion. Dans l'intégration, au fond, tout repose sur la personne en situation de handicap. C'est-à-dire que c'est elle, cette personne, cet élève, cet enfant, cet adolescent, qui doit faire l'effort
de s'adapter au milieu qui l'accueille. Le milieu, lui, il n'a pas à bouger en quelque sorte, il est comme il est, avec ses normes, avec ses référentiels, etc. Et c'est l'enfant qui, bon, peut-être avec des aides, mais doit faire l'effort. Donc, et quand il n'y parvient pas, et quand l'écart se creuse avec les autres, eh bien, on va dire cet élève n'est plus à sa place, il vaudrait mieux qu'il soit ailleurs, dans un milieu plus spécialisé, avec des spécialistes, etc. etc. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration. L'inclusion, c'est effectivement, et ça c'est une espèce de révolution culturelle, c'est la démarche inverse. C'est-à-dire que c'est le milieu d'accueil qui doit bouger, qui doit faire l'effort d'adaptation, qui doit faire l'effort de répondre aux besoins particuliers de la personne, même si effectivement, du côté de la personne ou de l'élève, il y a aussi un effort à faire, bien sûr, pour s'adapter au milieu. Mais le milieu, effectivement, là, doit être actif et vraiment se mobiliser pour répondre à ces besoins particuliers. Donc, pour le moment, effectivement, on est plutôt resté à l'intégration que véritablement entrer dans le processus d'inclusion. Au fond, l'inclusion suppose une volonté d'accueillir la différence et de tout mettre en œuvre pour que, effectivement, cette différence soit accueillie dans les meilleures conditions. Ce qui suppose, effectivement, une préparation, une formation, etc. Alors j'ai une image là que j'aime bien, qui résume assez la situation, c'est-à-dire qu'à gauche on a l'intégration, qui repose d'ailleurs sur ce principe d'égalité, parce qu'effectivement à l'école publique c'est l'égalité, mais une égalité de départ, c'est-à-dire on fait comme si tous les élèves étaient égaux en quelque sorte, hein, et qu'il fallait donner la même chose à tous. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte vraiment les différences. Hein. On part d'un espèce de principe d'égalité qui est tout à fait illusoire, parce qu'en fait, comme on le voit sur cette image, les enfants ne sont pas égaux. Voilà, ils ont chacun leur histoire, leur parcours, leurs compétences, et on voit effectivement que sur le schéma de gauche, il y a un petit garçon là qui ne verra pas le match qui est en train de se jouer, alors que sur l'image de droite, où effectivement on présente l'inclusion, eh bien là, l'égalité, on ne la perd pas de vue, mais ce n'est pas une égalité de départ, c'est un objectif d'égalité qu'on se donne, et pour atteindre cette égalité, on va mettre effectivement en œuvre un certain nombre d'adaptations, et effectivement, ça va permettre aux plus petits là, de voir le spectacle. Et puis, au fond, le plus grand, là, il n'a pas vraiment besoin qu'on se mobilise beaucoup. Hein. Peut-être on pourra le solliciter, d'ailleurs, ce plus grand, pour aider ceux qui sont à côté de lui, pour répondre à ses besoins. Donc l'inclusion scolaire, c'est l'école pour tous. Elle suppose donc ce que j'appelle moi cette pédagogie individualisée ou différenciée, donc qui vraiment prend en compte les besoins particuliers de la personne handicapée. Et ce qu'on se rend compte, c'est quand les enseignants font cet effort de développer cette pédagogie différenciée, eh bien, elle peut être très intéressante pour d'autres élèves qui ne sont pas en situation de handicap. Parce que dans une classe, même d'élèves tout venant, il y a beaucoup de différences. Et effectivement, si les enseignants pouvaient individualiser, différencier un peu plus leur pédagogie, eh bien, ça permettrait justement à un certain nombre d'élèves, et pas seulement en situation de handicap, eh bien, de pouvoir suivre leur parcours scolaire dans de meilleures conditions. Donc, quand on dit l'éducation générale doit devenir spéciale, parce que la pédagogie spéciale, c'est justement cette pédagogie individualisée ou différenciée, eh bien l'inclusion scolaire, effectivement, on peut la définir de cette façon-là. Et tant que notre système éducatif, justement, au fond, ne prendra pas en compte ces différences, eh bien un certain nombre d'élèves, et pas seulement en situation de handicap, resteront sur le bord du chemin. On sait qu'actuellement, il y a environ, je ne sais plus le pourcentage, mais 15% des élèves qui sortent du système sans qualification, et ça préoccupe beaucoup les pouvoirs publics. Mais je pense que justement l'accueil d'élèves en situation de handicap pourrait contribuer à changer un petit peu le métier d'enseignant et à faire en sorte que les enseignants soient beaucoup plus sensibles à la différence. Alors ça, c'est un autre aspect qui me semble aussi important que la pédagogie individualisée, c'est le temps consacré à la scolarité. Je pense qu'il est très important pour les élèves dont nous parlons d'avoir un temps de scolarisation important, conséquent,
Je crois même que, et ce n'est pas prévu dans la loi de 2005, c'est dommage, mais il faudrait même définir un seuil en deçà duquel il ne faut pas descendre. C'est vrai qu'on entend toutes sortes de témoignages et quand on apprend que tel élève est scolarisé une demi-journée dans la semaine, j'ai même entendu une fois 1 heure par semaine, bon, franchement, voilà, on mettrait n'importe quel élève dans cette situation, eh bien, même un élève tout venant, il serait dans une situation de grande difficulté. Donc le temps consacré à la scolarité est quelque chose d'important. Et puis, il faut aussi, ça c'est une idée qui est très très ancrée dans l'esprit des enseignants et aussi des spécialistes, que plus on a affaire à un handicap lourd, grave, je pense pour ce qui est de l'autisme, à tous ceux qui sont dans le bas du spectre autistique, avec du retard mental, on a tendance à penser que pour cette population-là, il faut donner moins de scolarité, puisqu'il y a de faibles capacités, eh bien il faut en donner moins. Et si on en essaie d'en donner, on va parler d'acharnement. Moi, j'entends beaucoup cette façon de s'exprimer, de penser. Et je trouve que c'est vraiment une idée, une opinion qu'il faut remettre en question. Ce n'est pas parce qu'un enfant a de faibles compétences, on pourrait même penser le contraire. C'est-à-dire que si un élève a de faibles compétences, non seulement il ne faut pas lui en donner moins, mais il faut peut-être lui en donner plus, ou en tout cas lui en donner suffisamment pour qu'il puisse développer des compétences. Faire le pari du possible, ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement important parce que j'entends aussi beaucoup de professionnels qui jugent a priori, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir essayé, on va considérer que tel élève ne peut pas aller en milieu ordinaire, c'est pas possible, il n'a pas les compétences, il n'a pas les niveaux, son comportement, etc. Ça c'est ce qu'on appelle un pronostic. Et je le dis beaucoup dans les formations. Pour moi, un jour, j'aimerais qu'on interdise les pronostics. Autant les diagnostics sont importants, c'est important de savoir qu'un enfant a un autisme, c'est important pour mettre des choses en place, faire des adaptations, mais les pronostics, personne ne peut faire de pronostics, ni les spécialistes, ni même les enseignants. Je crois que voilà, il faut être dans la situation pour voir ce qui est possible, et puis de toute façon faire le pari du possible, ça me semble, laisser les portes ouvertes, ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Relativiser l'impossible, parce que ça aussi on l'entend. Maintenant, il faut être réaliste. C'est vrai qu'à certains moments, dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il y a des situations qui sont impossibles à vivre parce que l'enseignant ou n'est pas volontaire, ou n'est pas formé, ou il a peur, ou il n'y a pas d'accompagnant, on n'a pas pu trouver les moyens, etc. Donc il y a des situations qui effectivement peuvent amener à dire « c'est impossible ». Mais il faut, quand je dis relativiser l'impossible, c'est-à-dire c'est impossible dans le système tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il fonctionne. Mais ce n'est pas impossible en soi. C'est-à-dire qu'un élève, par exemple, effectivement, dans le bas du spectre autistique, avec retard mental, ne puisse pas être dans les classes ordinaires des écoles ou des collèges. Bon, effectivement, c'est quelque chose qui est impossible aujourd'hui. Mais je donne souvent l'exemple, effectivement, puisque j'ai vécu ces années 80 et 90, à cette époque-là, si on avait dit on va mettre un élève autiste dans une classe ordinaire de maternelle avec un accompagnant, on m'aurait dit mais vous êtes complètement folle, c'est absolument impensable, c'est impossible. C'était impossible à cette époque, mais ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir de connaître un petit peu l'histoire et de relativiser ce qui semble impossible aujourd'hui. Bien, alors je vais donner un exemple donc d'inclusion scolaire pour ne pas en rester simplement au niveau des considérations théoriques, bien que ce soit important de réfléchir à tout ça et d'essayer de le penser le mieux possible. Donc je vais donner un exemple de situation pédagogique, un exemple de situation que je qualifie de situation limite. Bon, j'ai fait beaucoup de vidéos de situations pédagogiques et c'est vrai que j'ai toujours tendance à aller chercher les situations qui sont un petit peu limites. Et c'est vrai que quand on voit le profil d'Aymeric, qui est plutôt dans le bas du spectre autistique, eh bien, on se dit que, voilà, on a du mal à imaginer cet élève
en milieu ordinaire d'abord, même en CLIS ou en ULIS, et encore plus dans une classe ordinaire de collège. Et pourtant, c'est la situation qu'il vit encore aujourd'hui, puisqu'il est encore au collège, et qu'on envisage d'ailleurs pour lui une inclusion en lycée professionnel, et pas dans une ULIS, mais toujours dans les classes ordinaires. Donc cette situation de limite, effectivement, je pense qu'elle va être prolongée. Alors Émeric, il faut savoir, puisque vous allez donc le voir dans une situation d'inclusion au collège, dans une séance de chimie, c'est un enfant dont les spécialistes avaient dit d'emblée qu'il ne pourrait pas aller à l'école. Parce que quand les parents viennent de recevoir un diagnostic, ils posent toujours la question, est-ce que mon enfant va pouvoir aller à l'école? Et les spécialistes, eh bien, au lieu de s'abstenir, font comme ça des pronostics. Et on avait prédit, donc on lui avait dit que ce n'est pas la peine, qu'il vaut mieux y renoncer, que cet enfant ne pourra pas bénéficier d'une scolarité, surtout pas en milieu ordinaire. Alors c'est vrai que voilà, c'est quand vous venez d'apprendre que votre enfant souffre d'un autisme et qu'en plus on vous dit qu'il ne pourra pas aller à l'école, c'est un moment très difficile à vivre, mais c'est une famille qui a surmonté cette épreuve initiale et qui effectivement a fait preuve d'une volonté à toute épreuve, parce qu'il y a eu des épreuves dans le parcours d'Émeric. Mais effectivement, il a toujours été scolarisé en classe ordinaire, aussi bien à la maternelle, à l'école et au collège, et je l'ai filmé dans ces différents lieux. Voilà. Et j'ai l'intention de poursuivre. Alors, effectivement, la motivation, là, a joué un rôle très important, motivation des parents. C'est sûr que si ces parents n'avaient pas eu cette motivation, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Il y a eu aussi des aides extérieures à l'école, parce que quand, effectivement, dans le milieu scolaire, on n'est pas suffisamment formé, eh bien, il faut effectivement l'aide de professionnels extérieurs au milieu scolaire. Donc, ça a été le cas pour Émeric. Et donc, effectivement, il est arrivé là au collège. Alors, lui, ce qu'il a vécu là, c'est un mi-temps. Un mi-temps. Et pour moi, le mi-temps, c'est justement ce seuil en deçà duquel il ne faut pas descendre. Alors, j'ai mis là, à gauche, effectivement, les cours dont il bénéficie. Et j'ai mis en gras ceux qui me semblent les plus importants. Parce qu'après tout, en arts plastiques, en musique, en sport, et c'est des disciplines qui sont bien sûr importantes, bon ben voilà, il peut suivre les cours, mais aussi technologie, physique, chimie, SVT. Quant au français et aux maths, effectivement, il les fait avec son AVS et en individuel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas les faire en classe ordinaire, mais là, il faudrait convaincre les enseignants, etc. Donc voilà, il ne le fait pas, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et l'autre mi-temps, il la passe à son domicile, avec une préparation à sa vie professionnelle future. Alors, ce qu'on va voir là maintenant, donc, c'est la classe de 5e de collège avec un professeur donc, de physique-chimie qui accueille donc Émeric dans sa classe. Cet enseignant, il est motivé. Et pour moi, alors oui, je tiens vraiment à le dire avant qu'on voit la séquence, la motivation, c'est vraiment la première condition avant la formation. Je suis formatrice de métier, mais j'ai vu beaucoup de professionnels, effectivement, venir en formation, pas toujours motivés. Et je me dis que la formation, c'est important, mais que la motivation est plus importante encore. Quand on est motivé, on a fait au moins la moitié du chemin. Alors après, bien sûr, il vaut mieux avoir une formation, mais on bénéficiera d'autant mieux de la formation qu'on a la motivation. Cet enseignant-là, il est motivé, il a des repères. De toute façon, à partir du moment où on est motivé, on commence à s'informer, et c'est ce qu'il a fait. C'est sûr que s'il avait pu suivre des formations, ce serait encore mieux, bien évidemment. Alors on va le voir là, donc qui accueille Émeric en cours de physique-chimie. On peut y aller. Pour moi, le scolaire est important. Il est justement un pilier de son autonomie future. Donc on répond à un double objectif. L'objectif de la suite d'un parcours scolaire qui est pour lui porteur d'apprentissage. Il prend tout ce qu'il peut. Alors on ne sait pas jusqu'à où il va aller. On sait qu'il ne peut pas tout faire non plus, mais on l'accompagne dans cette progression scolaire. Et on a donc découvert avec bonheur qu'en SVT, en physique, il y avait vraiment des compétences qui étaient là. Et les enseignants qui apportent des adaptations sont tout à fait capables d'obtenir de lui des résultats qui sont similaires aux autres en passant par une adaptation pédagogique. Bien, les gens de 5e, s'il vous plaît, vous allez monter.
Bonjour. Ça va aller aujourd'hui? Bon, je vous explique. C'est-à-dire que quand on fait des travaux pratiques, vous arrivez et je vous ai préparé ce qu'on appelle le mode opératoire, c'est-à-dire la petite cuisine avec le matériel, etc. Il faut pour faire la... Eh bien, cette fois, c'est vous qui allez faire ceci, c'est-à-dire faire le mode opératoire. L'autre chose, on va la préparer à partir de deux choses. Bon, on va la préparer à partir d'une poudre blanche. Donc cette poudre blanche, eh bien, c'est de la chaux vive. Bon, je vais la donner à Aymeric parce que lui, il va en avoir besoin, il est en avance par rapport à vous. Chut. Alors, deuxième chose, cette chaux vive, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mélanger avec de l'eau. Donc, Aymeric, il va préparer ça tout de suite. Alors, il va mettre 150 ml d'eau dans son bécher. Allez hop, au boulot. De l'eau, tu vas mettre de l'eau jusque là. Allez, vas-y. Top. Montre. Attention, faut que tu le mettes. Regarde. Il y en a trop, faut que tu en vides. Allez. Regarde. D'accord, c'est bon. Voilà. Doucement, Donc, doucement. Ouais, bien. d'accord. Donc il est en train de faire quoi là? On a vu ça en chimie. Tu poses? C'est bon, ça va. Il est en train de faire un mélange. Ça va. C'est un mélange hétérogène. Et puis à la fin, ce que je veux, Constituant. et ce que justement Aymeric il va faire, Et la poudre. Attends. je veux arriver à ça. Autre chose. Et vous voyez, c'est parfaitement limpide. C'est clair comme de l'eau de roche. En fait, la base est là, c'est la même que celle des autres élèves de classe de 5e. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, ce qu'il était en train de faire, il était en train de travailler sur le thème de séparation, des techniques de séparation des mélanges à base d'eau, et notamment, comme tous les élèves de la salle. Donc, à partir de là, bon, on ne va pas lui faire penser justement tout le mode opératoire, mais on va le mettre sur la voie. C'est-à-dire que là, par exemple, bon, les élèves de la classe de 5e, eux, doivent le penser et le mettre sur papier. Bon, lui, il va le penser, mais on va l'aider à le penser, ce mode opératoire, en lui mettant, par exemple, plusieurs matériels devant lui. Et ce sera à lui de choisir justement le matériel. Et ça Voilà. coule. Le but du jeu, c'est que il faut qu'ensuite tu filtres. Alors je te mets n'importe quoi, je te mets des choses dont tu n'auras pas besoin. Tu choisis, tu te débrouilles. À toi de le faire. Tu regardes bien et tu dois faire pareil. Donc il faut que tu prennes ce matériel là-dedans. D'accord? Allez, Vas-y, vas-y. prends les mêmes. Bon, et on va beaucoup plus lentement. C'est-à-dire que la partie TP, là, de manipulation, il le fait depuis 1h30 à peu près. Bon, il faudra encore une bonne heure pour arriver au terme justement de la manipulation, alors qu'avec les élèves de 5e, ça va être clôturé en moins d'1 heure. Super, ça c'est le filtre, tu as raison. C'est très très bien. Voilà. Et tu appuies, c'est très bien, super bien. Hop, doucement. L'air est meilleur. L'entonnoir. Une fois qu'il l'aura choisi d'une manière un peu tactile, bon, il va le décrire ce matériel. Tiens, j'ai pris ça, ça s'appelle telle chose, je sais pas, un bécher, un Erlenmeyer, un ballon, etc. Bon, alors que les élèves, ils essaient de conceptualiser un peu plus, c'est-à-dire de prévoir à l'avance justement comment le matériel, et ensuite faire la manipulation. Bon, en sciences physiques, ce que j'essaie de faire, c'est un petit peu de l'interdisciplinaire avec les autres élèves, c'est-à-dire, en fait, c'est de faire de la rédaction. Je veux dire, quand on fait le mode opératoire, c'est de la rédaction. Je choisis ça, je fais ça, tout ça dans un ordre chronologique. Bon, pour Aymeric, c'est un petit peu difficile.
Donc là, les astuces qu'on a trouvées justement, eh bien, c'est de faire des textes à trous avec des choix de mots à compléter justement dans des textes à trous pour avoir une signification de la phrase, quoi. On essaye des petites choses, puis on se dit, bah, tiens, par rapport à tel élève qui est dyslexique, qui a un manque de concentration, le système de texte à trous par exemple, bon, pourquoi pas le mettre en marche sur certains élèves. Mais globalement, on en sera arrivé à la même finalité, c'est-à-dire que, il aurait préparé son autre show en mettant en œuvre des techniques de séparation des mélanges. Deuxièmement, il aura fait un témoin en soufflant dans un tube à essai où il y avait de l'eau de chaud, et après une expérimentation, une démarche expérimentale, de dire, ben voilà, le gaz que j'ai dans ma boisson gazeuse, je vais le tester justement avec l'eau de chaud pour savoir qu'est-ce que c'est comme gaz. Donc il y a toute une démarche expérimentale qui va faire aussi, tout comme les autres, plus lentement, adapté, mais... Très bien. Et le bécher. Ce qui lui plaît particulièrement dans les sciences physiques, c'est qu'il y a de la manipulation, il y a un petit peu d'écriture, mais voilà. Là, on a commencé la chimie depuis une quinzaine de jours. Quand il mélange quelque chose, ça donne quelque chose. Quand il fait un montage, il va y avoir une conséquence derrière, la lampe va s'allumer. Voilà, il y a vraiment un résultat concret derrière. Je pense que c'est ce qui l'attire particulièrement. Et tout est à sa portée, tout le cours est revu. Tous les TP sont adaptés pour Émeric. Il fait exactement la même chose que les autres, mais à son niveau. Et après, on passera à la suite, c'est-à-dire tester un petit peu le gaz qu'on expire dans de l'eau de chaud qu'on aura préparé. Oui, mais j'ai peur qu'il aspire, s'il voit la paille. Mais on va tester. On va trouver une solution. Oui, d'accord. Mets dedans. Attention. Soufflez. Non, voilà. Soufflez. Encore. Souffle. Encore. C'est en l'observant qu'on teste, on observe, puis soit ça passe pas, et puis on trouve une autre solution. Donc là, le problème de la paille, c'est que visiblement, Émeric s'est toujours servi d'une paille pour aspirer, et pour se désaltérer, donc pour boire le contenu du récipient. Donc là, visiblement, il ne s'est pas soufflé dans une paille. Bon, et le problème, c'est que nous, on veut le faire souffler dans la paille pour pouvoir voir ce qui se passera au niveau de l'eau chaude quand il expirera. Donc, on a essayé plusieurs reprises et visiblement, c'est assez difficile de faire. Donc, on se dit, on va trouver une autre solution. Il arrive à souffler en dehors du pot, mais dedans... Réfléchir à une solution. Oui. À ce moment-là, on peut lui faire compléter ça déjà d'une part, et puis à ce moment-là, je ramènerai un ballon de baudruche. D'accord. Ah oui, d'accord. Comme ça, il le gonflera et puis il lâchera le gaz qu'il aura soufflé dans le ballon là-dedans, qui revient même. Oui. Peut-être qu'il sera mieux gonfler un ballon que souffler dans une paille. On fait comme ça. D'accord, très bien, merci. Donc là, on mettra un bouchon, on mettra son nom, puis on conservera. D'accord. Non, c'est bon. Il peut encore mettre un petit peu le restant là, ici pour en avoir un petit peu plus, que j'en ai encore. Donc on lui fait terminer ça, et puis la prochaine fois, on essaiera de procéder comme ça, mais vendredi prochain. D'accord. On trouvera une solution. C'est en observant qu'on trouve la solution. Comme avec des élèves normaux, parfois, on trouve la solution en les observant. Donc Émeric, c'est pareil. Alors Christine, Oui. par rapport à cette vidéo, peut-être Oui. tu as un commentaire, une analyse ? Oui, alors donc on voit là un professeur de secondaire donc, qui effectivement est motivé, intéressé pour accueillir Émeric. Il y a un mot qui revient beaucoup dans son discours, c'est observation. Il faut observer. Et effectivement, et il dit d'ailleurs avec cet élève-là, mais aussi avec d'autres qui sont en difficulté. Et effectivement, on a cet exemple-là d'une difficulté là, qui surgit, puisqu'on donne une paille à Émeric. Quand on lui donne une paille, il aspire et il n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande. Et là, effectivement, le professeur, il s'en va, mais il réfléchit et il finit par trouver une solution.
Et là, on voit bien la démarche de ce que j'appelais tout à l'heure la pédagogie différenciée, qui individualisée d'ailleurs plus précisément, et qui repose sur l'observation de l'élève en situation d'apprentissage, d'essayer de comprendre sa difficulté et de trouver une solution. Et là, on est bien dans la réponse aux besoins propres de cet élève. Alors c'est vrai qu'on a coutume de dire que le secondaire, pour ce genre d'élèves, c'est inaccessible, à la fois parce que les contenus, effectivement, sont plus difficiles qu'à l'école élémentaire. On a aussi l'habitude de dire que les enseignants du secondaire ne sont pas du tout prêts à accueillir ce type d'élèves. Je pense que cette vidéo, eh bien voilà, elle dément un petit peu toutes ces opinions. Elle montre que c'est tout à fait possible. Et j'irais même jusqu'à dire que les professeurs du secondaire, quand on arrive, parce que ce n'est pas le seul que j'ai rencontré comme ça, quand on arrive vraiment à les convaincre de l'intérêt d'accueillir ces élèves particuliers, eh bien, ils sont tout à fait prêts parce que justement, ce sont des professeurs de discipline, donc l'objet pédagogique, ils le connaissent à fond, et je pense qu'ils sont tout à fait capables de trouver, d'avoir des idées d'adaptation et peut-être même encore plus importantes qu'à l'école élémentaire. Donc, pour moi, ça remet vraiment en question tout ce qu'on a l'habitude de dire, que voilà, le secondaire pour ce genre d'élèves, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Voilà, je me contenterai là de ce commentaire. Là, ce sont quelques ouvrages donc, qui sont parus récemment sur la question de la scolarisation. Ça, c'est un ouvrage chez Duno qui a été fait à partir d'un colloque sur la question de la scolarisation et où on donne la parole à tous les acteurs de la scolarisation et qui porte un sous-titre « Vers l'inclusion ». Ça, c'est un guide qui avait été commandé par le ministère de l'Éducation nationale, donc à l'INSHEA, et qui est toujours en ligne, hein, que les enseignants peuvent télécharger sur le site de l'INSHEA, mais aussi sur le site EduScol. Il est sur un certain nombre de sites. Et ça, c'est un dossier qui a été fait à la NRAS, donc que j'ai coordonné avec Guylain Majerotte, qui est un professeur de l'Université de Mons, spécialisé aussi en autisme, et voilà, auquel on a donné ce titre que j'aime bien, l'autisme, une grande cause scolaire, puisqu'on l'a sorti à l'issue de cette année de l'autisme qu'on a appelé grande cause, et donc là, on a essayé de faire de l'autisme une grande cause scolaire. Et puis je termine, là c'est par un petit ouvrage que j'ai publié aux éditions de l'INSHEA sur le syndrome d'Asperger, parce qu'effectivement, là dans le spectre autistique, c'est une population particulière. Donc c'est un jeune avec syndrome d'Asperger que j'ai suivi à la fois dans sa famille, mais aussi là aussi au collège. Et donc on a filmé des séquences pédagogiques et elles sont à la fois présentées et analysées dans cet ouvrage. Voilà. Donc merci Christine pour cette présentation très intéressante. On a eu des questions donc, qui ont été posées en amont par les personnes qui se sont inscrites à la conférence. Je vous pose une première question. Donc, est-il judicieux de faire intégrer un enfant de maternelle grande section à la classe de CP une après-midi par semaine par exemple pour que l'enfant s'acclimate au rythme de travail et à l'ambiance de la classe? Alors, dans cette question, effectivement, il y a deux aspects. C'est l'aspect, acclimatation, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut comprendre cette idée qu'il faut y aller doucement, progressivement, il faut que l'élève puisse s'habituer, c'est un milieu qu'il ne connaît pas, c'est nouveau, etc. Seulement, le problème, c'est que ce n'est pas en lui offrant une après-midi comme ça dans la semaine qu'il va pouvoir prendre ses repères. Au fond, si on veut y aller progressivement, il vaudrait mieux, parce que c'est très important pour ce genre d'élèves, lui permettre d'y aller un petit peu tous les jours, si possible à la même heure, hein, je ne sais pas, entre telle heure et telle heure, de façon à ce que voilà, il puisse s'habituer, prendre ses repères. Mais assez rapidement, il faut quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit un temps significatif, hein, et arriver au moins à un mi-temps, hein, parce qu'autrement, on met l'élève dans une situation handicapante. Hein, c'est-à-dire qu'il a déjà un handicap, mais on risque de le surhandicaper en le mettant dans une situation comme ça de scolarisation partielle, un temps partiel et qui n'a pas de sens pour lui. Mais pour les autres élèves non plus, parce que comment les autres élèves vont-ils pouvoir s'habituer à lui, le connaître, etc. C'est vraiment problématique. Ouais. Alors, une question à distance où on nous demande combien d'enseignants, de directeurs, d'inspecteurs assistent actuellement à la conférence. Donc là, il y a à peu près une vingtaine, une trentaine de professionnels de l'éducation nationale, sachant que cette conférence
sera retransmise après en différé et nous enverrons bien évidemment les liens vers les enseignants qui se sont inscrits mais qui ne pouvaient pas pour des questions d'emploi du temps y assister. On le sait, les enseignants sont plutôt disponibles le mercredi après-midi. Malheureusement, nous ne pouvions pas caler ce moment d'échange avec vous le mercredi après-midi, mais tout sera fait pour maintenir le lien et diffuser l'information auprès des enseignants. J'ai une autre question. Inclure en milieu ordinaire, sensibiliser les enseignants, les former, mais la situation de handicap ou de surhandicap est générée aussi par l'effectif des classes, ce qui est souvent un frein dans l'investissement des enseignants. Bon, alors la question des effectifs, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir un effectif trop important. Quand on pense à une trentaine, 30, 35 élèves, effectivement, s'il s'agit d'accueillir un élève avec des besoins particuliers en plus, etc., bon, c'est vrai que c'est pas une situation très confortable. Et qu'il faudrait, pour le moins, mais là, c'est une décision politique, peut-être diminuer un peu les effectifs. Mais il ne suffit pas de diminuer les effectifs pour que, justement, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la pédagogie individualisée, etc., se mette en place. Il faut vraiment là qu'il y ait une prise de conscience du côté enseignant que, voilà, il y a là un élève particulier avec ses besoins propres et qu'il faut faire un effort pour répondre à ses besoins, c'est-à-dire un effort pour accueillir la différence. Il ne suffit pas de diminuer les effectifs et de se dire bon, voilà, là, l'enseignant va être dans une situation confortable et tout va bien se passer. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais enfin, je reconnais qu'un effectif trop important, c'est effectivement un problème. Bon. Juste une dernière question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et on essaye de répondre au maximum à vos attentes. Le passage de l'école élémentaire au collège. Bon, on l'a vu avec la vidéo d'Emeric. Ça a l'air de bien se passer pour Emeric dans le cours. Mais là, il y a une maman qui évoque les problèmes de harcèlement, de complexité des relations sociales qui sont plus simples, entre guillemets, à l'école élémentaire. Comment gérer cette dimension et ce passage au collège qui agit, on le voit un peu comme un coup près, parce que le nombre d'enfants avec autisme scolarisé diminue également à ce moment-là. Oui, alors c'est complexe. Parce qu'effectivement, accueillir un élève avec autisme aussi bien à l'école qu'au collège, mais peut-être encore plus au collège, ça suppose en effet une préparation non seulement des enseignants, mais aussi des élèves. Qui doivent être partie prenante dans cet accueil. Ça veut dire sensibiliser aussi les élèves de la classe, leur expliquer les particularités de cet élève pour qu'ils puissent intervenir, l'aider, etc., participer à cette inclusion. Ce qui n'est pas toujours fait. Hein. Donc, il y a cette difficulté-là. Puis après, il y a effectivement la difficulté de fonctionnement du système. C'est-à-dire qu'on a une telle représentation du handicap qu'on pense a priori que ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est aussi un obstacle. Ce n'est pas seulement le manque de préparation ou de formation, c'est la représentation qu'on se fait de la scolarité de ces enfants. Donc, d'emblée, on pense, voilà, c'est pas possible, c'est pas pour eux, ils n'ont pas les compétences pour, etc. Et du coup, on ne se lance pas dans l'aventure, on n'ouvre pas les portes du collège. Et puis c'est vrai que, bon, ils sont beaucoup en CLIS à l'école élémentaire. Pour le moins, il faudrait qu'il y ait autant d'ULIS que de CLIS. Alors les ULIS, effectivement, elles ont été mises en place après les CLIS, mais actuellement, elles ne sont pas en nombre suffisant. Donc il faudrait pour le moins accroître le nombre des ULIS au collège, au lycée, et même au lycée professionnel, parce qu'après, dans le prolongement de la scolarité, il y a la formation professionnelle et c'est extrêmement important pour le devenir de ces enfants. Merci Christine pour ces réponses.